J'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Je vais vous laisser commencer la session. C'est un plaisir d'être avec vous. Salut. Et puis, remercier les fondateurs au sens général, c'est-à-dire qu'il y a eu Michel, évidemment, et puis il y a eu ceux qui étaient là avec lui d'entrée de jeu. Il fallait se lancer quand même. C'était pas une évidence a priori que ce centre fonctionnerait, etc. Donc, c'était des courageux. Et puis, c'est ceux qui ont aussi porté avec lui ce projet, donc les soutiens des premiers jours. Donc, voilà, ouais, je vous laisse parler. Bonjour à tous. Je vais monter le micro pour plusieurs raisons. La principale étant que ma tête a enflé depuis tout à l'heure. Ce qui m'évitera par contre de me présenter, si vous voulez bien. Je vais essayer surtout de tenir le timing et de vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu improbable, qui reste toujours un lieu improbable d'ailleurs, et qui a peut-être avantage à rester un lieu improbable. L'improbable étant souvent créateur de plein de choses. Merci en tout cas pour les mots de Catherine, pour les mots de Jean-Luc. Mais merci aussi au maire du 11e qui n'est pas là, mais qui a toujours été un de nos soutiens favoris. Et donc, je suis quand même très content, malgré les inconvénients, de se trouver dans cette très belle salle. Personnellement, comme je suis un vieux machin, j'aime bien ce côté un peu old school, c'est quand même assez sympa. Comment est né le 190? Parce que ça n'a pas 15 ans, le 190, ça a 18 ans. Enfin, si on prend le point de départ, le contexte c'était très simple. On est en France avec une approche qui est assez cloisonnée parce que c'est un peu dans notre culture. D'un côté, on fait de la prévention. La prévention, elle est financée par Santé publique France essentiellement. Elle est dévolue aux associations. D'un autre côté, on va faire du dépistage et ça remonte à 88 à la création des CDAG, qui d'ailleurs ont toujours eu une activité relativement marginale dans le dépistage en France, mais sur lesquels ont beaucoup reposé la politique. En tout cas, c'est là que le discours du dépistage était le plus frappant. Mais les CDAG faisaient du dépistage individuel et pas collectif, mais ne faisaient pas de soins. Le soin était à l'hôpital. Voilà, on était dans cette bonne vieille histoire de cloisonnement des trucs. Et, euh, et pourtant, à l'époque, la maladie devient ambulatoire et l'hôpital a peut-être un peu de mal à s'adapter d'ailleurs à tout ça. Euh, les déterminants, on est en 2007 quand on commence le projet. Je vous rappelle qu'en 2008 était sortie l'étude de Stéphane Levu pour Santé publique France qui montrait que chez les HSH, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais bon, qu'il faut utiliser, l'incidence du VIH était multipliée par 200 par rapport à la population générale. Un autre ratio à 200, ça n'existe quasiment dans rien d'autre, c'est monstrueux. Euh, les pays anglo-saxons, eux, avaient développé des approches communautaires depuis très très longtemps, qu'on regardait un petit peu à distance. Et moi, j'avais même eu l'occasion, par rapport à la communauté des personnes vivant avec le VIH, de voir que dans des pays très favorisés, comme le Burkina Faso, par exemple, il y avait déjà des centres communautaires qui existaient et qui émanaient aussi de la communauté VIH. Donc, désolé, j'ai rien inventé. Tout existait déjà avant. Il a surtout fallu faire de l'importation. Euh, les populations ciblées par l'épidémie sont évidemment déterminantes. Elles ont des déterminants de santé qui sont différents de ceux de la population générale, sinon elles ne seraient pas ciblées par l'épidémie d'ailleurs. C'est une réalité. On sait aussi qu'il y a deux facteurs assez factuels qui aggravent la transmission du VIH et donc la contamination, c'est les IST, la primo-infection. Les premières n'étaient pas correctement dépistées en 2007 et la deuxième n'était pas traitée en 2007, sauf forme grave neurologique prolongée. Et la prévention, elle est très comportementale. Alors c'est vrai qu'en 88, à part le comportemental, on n'avait pas grand-chose sous la main. Sauf qu'en 2007, on avait d'autres choses sous la main, et je vais y venir, et qu'il était temps peut-être de passer à une dimension, non pas différente, mais supplémentaire. La connaissance des modes de vie des individus, elle est déterminante, évidemment, et les tentatives d'introduction de la santé gay en France, encore en 2007, c'était un échec. Je ne vais pas dire trop de mal de l'AMG, qui est aujourd'hui défunte, à laquelle j'ai appartenu pendant des années, mais ça n'a pas été quand même un grand succès, mais c'était une autre époque. Tiens. J'ai déjà commencé à dire du mal, ça s'arrête. Le, le 190 est né dans une Smart, en fait. Donc ça a commencé à l'étroit déjà dès le départ. On est on est tout début 2007. Il y a une grande crise à Site Info Service avec des problèmes financiers, etc., etc. Il y a, donc faut pas exagérer quand même.
Il y a un changement de direction. J'avais Ferrari qui doit venir aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore vu. Laisse la place à Patrice Godinot qui débarque en connaissant pas grand-chose finalement à ça. Je ne dis pas ça pour lui dire du mal, mais c'est lui qui le disait. Donc voilà, et en janvier, je l'accompagne. Première réunion à la DGS, on ne peut pas laisser un novice tout seul à la DGS quand même, sinon c'est quand même dangereux. Donc je l'accompagne à la DGS et on a une discussion à bâton rompu où on parle du soin, du machin, etc. Et il me parle du soin ambulatoire du VIH et je lui dis en fait c'est pas le soin ambulatoire du VIH c'est intéressant mais ce qu'il faut c'est faire du soin communautaire parce que c'est là qu'on peut avoir un impact. Et on était en plein redressement financier, on était en pleine difficulté et bizarrement il m'a dit bah, écoutez c'est intéressant ce que vous dites, allez-y. Je me dis, il est fou, ou il bluffe, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Et je remercierai jamais assez Sidinfo Service d'avoir soutenu, pris l'initiative, pris le risque aussi d'accompagner la création du 190, qui était au départ pas pour nous. J'y viens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La prévention par le soin, c'est l'idée que des outils biomédicaux peuvent être des outils de prévention à part entière. On connaît ça dans la RDR d'ailleurs. Hein, on a quand même beaucoup lutté efficacement contre l'épidémie de VIH chez les usagers de drogues injectables par la réduction des risques. Et ça a été quand même aussi l'éruption d'outils biomédicaux. Par contre, ça n'a pas d'intérêt si la circulation du virus n'est pas importante. Mettre ça en place dans une population où il y a très très peu de circulation du virus, c'est des moyens énormes pour avoir des résultats à peu près inexistants. Donc il fallait viser des populations particulièrement touchées par le VIH et donc avec une approche populationnelle, ce qui changeait totalement de l'approche par pathologie ou par appareil, qui est une approche classique en médecine. Et donc le choix a été fait de s'adresser, et oui, parce que ça on l'oublie, aux personnes vivant avec le VIH. On ne peut pas lutter contre l'épidémie de VIH sans faire en sorte que les séropos aillent bien. Sinon, on se plante. Donc, on a visé deux populations, les personnes vivant avec le VIH et ceux qui les aiment, on va dire, et ce qu'il est convenu d'appeler les HSH, on ne disait pas ça encore, quel que soit leur statut sérologique, c'était les deux populations clés auprès desquelles, on avait le sentiment que si on faisait une action intéressante et efficace, on pourrait aboutir à une baisse des contaminations, qui reste toujours notre objectif. On veut faire baisser l'épidémie de VIH dans notre population, point barre. Le concept, c'est donc l'approche populationnelle, une offre d'IST pour cibler les personnes exposées. En général, quand ça coule, c'est qu'on a pris des risques il n'y a pas longtemps. Donc, c'est finalement intéressant de prendre les gens au moment où ils sont exposés. Personne n'est exposé en permanence au risque, ça n'existe pas. Ça, c'est une vision totalement apocalyptique et erronée. Mais par contre, il y a des phases où... Et on s'est dit que ça, c'était un truc intéressant. Et on a voulu, dès 2010, et on avait 3 ans d'avance, promouvoir le traitement universel de l'infection par le VIH. À l'époque, on attendait encore que le CD4 tombe en dessous de 350, puis 500. Et de proposer le traitement immédiat de la primo-infection, parce que c'est là que la moitié des transmissions se produisent. La question, c'est de porter le projet Sidinfo Service, c'est de l'aide à distance, c'est une association de lutte contre le sida, financée à l'époque par la Suisse Veille Sanitaire, par l'INPES. On n'avait absolument pas vocation à faire ça. Et en fait, on est allé proposer notre projet à plein de gens. On a commencé par la ville de Paris. Alors, c'était une discussion qui a duré 3 ans. C'était le partenaire naturel, on avait pas mal d'hypothèses. Il y avait le CDAG du Figuier, Philippe Dott est là, il s'en souvient. Il y a eu ensuite le centre de santé Mervolta. On est passé de l'enthousiasme en 2007 à... Il faut dire, ils sont plus là, les gens qui étaient là à l'époque, donc rassurez-vous, Ville de Paris, je ne suis pas en train de faire votre procès, loin de là, au contraire. Mais à l'époque, c'est vrai que ça s'est mal terminé et ça finit en notre boudin. C'est dans une rupture. On a contacté Ed à l'époque aussi. Et Ed n'était pas du tout à l'époque dans cette... c'est l'intérêt aussi des gens, c'est d'évoluer avec le temps. En 2007, Ed n'était pas prêt à s'investir dans le soin pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles et pour des objectifs qui étaient à l'époque, qui n'étaient pas ceux-là, en tout cas pour porter ce projet. On a essayé de le faire avec le kiosque qui créait le checkpoint, etc. Alors là, c'était assez génial parce que là, c'était quand même la DGS qui voulait que fusionnent deux structures qui n'existaient pas encore. Disant qu'ils ne pouvaient pas financer les deux, ils n'en ont financé aucune à l'époque. Donc ça, c'était intéressant aussi.
Mais ça n'a pas pu. Alors là, il y a eu des raisons qui n'avaient rien à voir avec des raisons idéologiques, ou etc. Il y a eu des raisons techniques qui ont fait que c'était juste une usine à gaz qui était impossible à mettre, mais c'était assez avancé. On a fini avec la Alfred Fournier, qui était prête à suivre le projet, puis qui à un moment nous a dit: «Oh non, finalement, ce serait mieux si vous le faisiez vous-même». Et finalement, la décision a été prise de ne plus faire marcher le truc. Alors, après 60 ans, on a une fracture numérique qui s'exprime de façon. Voilà. Et tout le monde s'en est mêlé. Alors, la DGS est quand même intervenue en 2008, je crois, au séminaire de SIDA-Infoservice, le représentant de la DGS s'occupant des questions de VIH-Sida à l'époque, qui est plus là non plus depuis longtemps, pour nous dire il faut surtout pas faire ça. C'était pas du tout d'ailleurs le sujet du séminaire. Et donc, exigeant un rapprochement avec d'autres structures qui n'existaient pas. Euh, L'association des médecins gays qui végétaient s'auto-saisit du projet et décide de faire une session interne pour décider s'ils allaient ou pas soutenir le projet. On leur a rien demandé d'ailleurs. Et il faut être honnête, on s'en foutait un peu. Et il y avait que la DRAS à l'époque qui n'était pas hostile. Et les associations, pour la plupart, jugent que SIDA Infoservice était légitime pour porter ce projet. Ce qui était d'ailleurs notre avis à l'époque. On pensait que ce n'était pas à nous de le faire. C'est pour ça qu'on avait essayé de le faire avec d'autres. On s'est retrouvés, et ben, il y a eu des coups de pouce. Il y a eu le rapport Laird Pialou. France Laird était là, Gilles Pialou n'a pas pu venir, je pense, qui, sur la réduction des risques, je la vois, France, bien sûr, sur la réduction des risques sexuels, qui a été quand même le premier rapport officiel ministériel qui défendait beaucoup de choses. C'était un rapport très riche. Je suis pas sûr qu'on ait fini d'ailleurs d'en tirer les enseignements. Et qui introduisait la notion de santé communautaire parmi les outils qui pouvaient servir à avancer dans la prévention du VIH. Il y a eu le soutien de SIDAction, parce que, en fait, toutes nos demandes de financement, à part de l'industrie pharmaceutique, ont été toutes à 100% refusées. On a voulu être vertueux en ouvrant en étant déjà financé. On nous a fini, ouvrez déjà, on verra si on vous finance ensuite. Donc, il y a que SIDAction qui a donné le coup de pouce. Et là, on s'est dit, bon, SIDAction y va, on va y aller. Comme pour le rapport du CNS sur le dépistage, il y avait un rapporteur qui s'appelait à l'époque Marc 19, je crois. À l'époque, la personne de SIDAction qui gérait ces trucs-là s'appelait Marc 19 aussi, d'ailleurs. On en reparlera. Et finalement, SIDA Infoservice prend cette décision qui était historique. On avait un local à peu près aménageable et donc on décide d'y aller. Au final, on peut constituer une équipe, et je le rappellerai d'ailleurs bientôt, que la moitié de cette équipe initiale est toujours là. Et c'est des gens donc, quand même envers qui la confiance et l'amour, disons-le, est inconditionnel. Donc on aménage l'ancien open space du service de com. J'ai jamais su si le dossier de centre de santé, on a balancé le communautaire, on a sorti un dossier de centre de santé standard, et honnêtement, les gens qui sont venus à l'époque, on n'a jamais su si c'était une erreur ou pas. On a voulu rentrer dans les cases, on l'a eu et on a ouvert. Ce qui veut dire que le 1er décembre 2010, on inaugure les locaux avec beaucoup de gens qui étaient présents, dont certains sont là aujourd'hui d'ailleurs. C'est une forme de fidélité à laquelle on est tous extrêmement sensibles. À l'époque, on reviendra là-dessus, l'équipe intègre des conseillers communautaires qui sont donc des non-professionnels de santé qui ont une approche différente et qui étaient issus du corpus des écoutants de SIDA Infoservice. On a vraiment tenu à l'époque à garder l'identité très forte de SIDA Infoservice, et des compétences qui n'existaient aussi nulle part ailleurs. Et par exemple, des gens comme Nadège venaient de SIDA Infoservice, moi j'y étais aussi. On avait travaillé comme ça. Donc le dossier est accepté, on aménage le score, et rien n'aurait pu se faire. Parce que c'était très dur, hein, cette époque-là. Ça, c'est difficile à imaginer, mais il s'est vraiment agi de défendre, de lutter, de répéter les mêmes choses, de se battre. Ça a été très compliqué. Il y avait, moi j'ai entendu quelqu'un de la DGS, une autre personne, quand j'ai posé la question, est-ce que finalement dans ce dé communautaire, ça vous gêne parce que ça va légitimer l'ouverture de centres pour femmes en burqa? On m'a quand même répondu, c'est exactement ça.
ça. Je veux dire, faut voir quand même où en était le débat à l'époque. Ça a énormément changé depuis et nos rapports avec l'ensemble des tutelles sont excellents et on a plutôt maintenant droit à un soutien, à une bienveillance et une reconnaissance du travail. Mais à l'époque, dans la culture sociale, médico-sociale de l'époque, c'était extraordinairement compliqué. Alors oui, pour ne pas se sentir complètement taré, il a fallu qu'il y ait des bonnes fées. Je me suis rendu compte tout à l'heure en voyant Christophe Martek, j'avais oublié, parce qu'il nous a vachement soutenus à l'époque, comme avec son accès et son soutien dans les médias. Mais dans le désordre, ils ont été reclassés, d'ailleurs, je ne sais plus. Jean-François Delfrécy, qui était directeur de la NRS, nous a soutenus à chaque fois qu'on a eu des problèmes, y compris en nous introduisant auprès de la ministre de la Santé quand on était dans la merde. France Alert, c'est la première personne que je suis allé voir quand l'idée est née, parce que je suis sûr qu'elle s'en souvient pas, que c'était la première personne. Et d'ailleurs, ça a commencé par un truc du genre, mais c'est quoi ce bordel? Et après, on a passé 3 heures à discuter. Et plein d'idées sont venues. La première réflexion, c'est pas moi, c'est elle d'ailleurs. Et depuis, elle nous a jamais lâchés, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Gilles Pialou, qui nous a énormément aidé aussi, parce qu'on avait besoin parce que nous, on voulait faire du VIH, hein, on voulait pas faire que de la prévention et du dépistage. Donc, il fallait qu'on ait aussi un référent hospitalier. Bon, alors, ça tombe bien, moi, je suis toujours d'ailleurs attaché dans le service, mais on a fait ce partenariat qui permettait d'avoir l'expertise hospitalière tout en pouvant faire du VIH de ville, ce qui était quand même pas si courant que ça encore, et qui nous a également toujours soutenu, qui était administrateur du centre. Louis Rosenbaum, pour ceux qui le connaissent, était assez ironique, pas méchamment, mais ironique au départ. À peine on a ouvert, il accompagnait ses étudiants pour venir chez nous, pour qu'ils apprennent ce que c'est que la santé communautaire. Donc c'est aussi des gens avec une sacrée aura qui nous ont soutenus. Christine Ketlama, depuis le début, alors certains savent qu'elle a travaillé pour le 190 indirectement l'année dernière dans le cadre de sa fin de carrière. Mais je me souviens au départ, quand on avait des épreuves à surmonter, il fallait qu'on ait le soutien de Christine Ketlama. Figurez-vous, ça m'était exigé à l'époque par... je crois que c'est la mairie de Paris qui avait demandé ça. Donc, dans les épreuves que j'ai dû surmonter, il a fallu que j'aille voir le CISI, Christine Ketlama, qui, dès le départ aussi, nous a soutenus. Alors, Marc 19, il revient tout le temps dans cette histoire-là, parce que nous, on s'est connus quand il m'a exfiltré de Guyane pour m'auditionner pour le CNS. Ensuite, on le retrouve dans le rapport sur le dépistage, on le retrouve à SIDAction. On le retrouve ensuite à Aide, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, il y a des gens qui nous ont suivis depuis le départ, même avant, et qui nous ont jamais lâchés. Et donc il y en a d'autres, j'en oublie certainement. Mais en tout cas, disons que toutes ces bonnes fées, c'est pas n'importe qui dans l'histoire du VIH, et ça nous a quand même confortés, parce que ça nous a permis de croire d'avoir le sentiment qu'on n'était quand même pas des gros tarés qui faisions n'importe quoi. Et il y avait quand même l'équipe des pionniers, il y avait 10 personnes qu'on avait embauchées à l'époque. Il y en a 5 qui sont toujours là, les 3 qui sont en haut et celui qui est en bas à gauche. D'autres sont partis ils n'ont compris leur retraite. Il y en a qui sont partis pour des mauvaises raisons. En ce sens, par exemple, on a dû, parce que je reparlerai aussi, on a dû arrêter on n'a pas réussi à faire fonctionner le travail avec les conseillers communautaires. Donc on a arrêté l'expérience quand ils sont partis. Je pense à Camille Fontaine qui a découvert sa vocation en travaillant au 190 et qui finalement changé d'orientation. Voilà, ça c'était, en tout cas, 1er décembre 2010, on inaugure les locaux. On ouvre le 1er février 2009, on inaugure les locaux, on ouvre le 1er février 2010 et j'en ai terminé pour cette première partie. Est-ce qu'on est bon dans le timing ou ça va? Est-ce qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions de la salle à Michel? S'il y avait 1 ou 2 questions? Sinon, moi, je peux poser une question. Oui, on est bon dans le timing. Sur l'application. Donc, si en effet, les questions, on peut les prendre tout à fait. Pas de questions? Bon. Alors, une petite question pour Marie 19. Donc, on a vu que tu avais été investi très tôt et que tu avais soutenu ce projet très tôt, mais j'imagine que c'était quand même une rupture là, pour le milieu associatif. Et donc, on s'est demandé comment ça avait pu être accueilli dans le milieu associatif, l'arrivée des médecins
pour faire du soin au sein des associations avec le concours des associations, et puis aussi de ce rapprochement dans un même lieu de soins entre des personnes qui sont séropositives, qui étaient historiquement soutenues par les associations, et des personnes qui ne l'étaient pas, quoi. Comment ce mélange s'est fait? Alors, Michel l'a dit, on était dans un autre monde à cette époque-là, et le projet de 190 déroutait beaucoup de gens. Donc moi, j'étais directeur des programmes France à SIDAction à l'époque, et donc effectivement, SIDAction a soutenu la création du 190, mais en interne à SIDAction, ça n'a pas été facile. Et en y repensant là pour préparer la journée, je me dis que c'était vraiment le révélateur de cette rupture importante dans la manière de voir les choses. Parce qu'à SIDAction, et c'est toujours comme ça, il y a un comité associatif qui instruit les demandes des associations et qui vote une série de propositions qui sont ensuite soumises au conseil d'administration. Et comme le débat est généralement très vif, très organisé, très rationnel, généralement c'est très bien fait. Le conseil d'administration de SIDAction dit ok, ça marche, enfin voilà ça. Et la seule fois, en tout cas dans mon expérience personnelle, où ça ne s'est pas passé comme d'habitude, c'était pour la demande du 190. Parce que le comité associatif, à cette époque-là, était le reflet de ce qu'on était tous, en fait, dans un monde où le TASP, ça venait à peine d'arriver. Mettre ensemble des séropos, des séronégatifs, ça ne se pensait pas dans ce projet-là. Qu'une association ou qu'un projet associatif demande un financement au comité associatif de SIDAction pour faire du médical, ça a pris les gens complètement à l'envers. Enfin, je parle des membres du comité associatif. Et puis, il y avait une autre chose, Michel a dit que les labos n'ont pas suivi, mais dans la proposition, il y avait les laboratoires. Et à l'époque, il y avait une grande confusion de ce que c'était que des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts. Il y avait beaucoup de polémiques. Et donc, toutes ces raisons-là ont fait que le comité associatif a refusé le financement du 190. Et il y avait une personne à SIDAction que je veux nommer là, c'est Vincent Doris, qui était effondré. Parce que, en fait, lui, il s'occupait de ces projets-là et il était extrêmement soutenant. Et j'ai fait une chose qui n'était pas évidente, parce que je suis allé voir Pierre Berger avant le CA et je lui ai dit, écoutez, là, on a un problème. Alors, dire à Pierre Berger qu'on a un problème, on n'est pas très fiers, parce que il était à la fois très engagé, très soutenant et pas forcément très facile pour ceux qui l'ont connu. Et il m'a dit, d'accord, alors évidemment, j'en avais parlé au président du comité associatif, je vais dire, écoute, je ne peux pas ne rien dire, quoi. Il m'a dit, d'accord. Et Michel a dit tout à l'heure qu'il avait fait de l'importation et qu'il y avait des centres de santé communautaires au Burkina. Au sein du conseil d'administration de SIDAction, ceux qui ont dit, mais c'est pas possible de ne pas soutenir ce projet-là, c'était les membres du comité international, c'est-à-dire des leaders africains, en l'occurrence que des femmes. C'était Hakima Imich, présidente de la LCS, c'était Jeanne Gapia, présidente de la NSS au Burundi, c'était Martine Sonda, présidente de Rêve Plus au Burkina, qui ont regardé les membres du collège associatif français du CA et qui ont dit, mais ça va pas, en fait. Vous êtes... qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et ça a été quand même un moment assez fort. Et rétrospectivement, moi j'étais... c'était une situation difficile. Mais rétrospectivement, je me demande, c'était vraiment l'exemple du changement. C'est-à-dire que les membres du comité associatif, je m'en souviens très bien, quand je suis arrivé à SIDAction, j'arrivais du CNS, on avait fait le rapport à la suite du rapport des médecins suisses sur traitement et prévention, sur le TAS, et on m'a dit à ce moment-là, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton truc sur traitement et prévention? C'était ce monde-là dans lequel le 190 est né. Ça ne voulait pas dire que les membres des associations françaises étaient opposés, n'avaient pas envie que les choses aillent mieux. C'est pas ça. C'était une rupture extrêmement fondamentale et profonde, et que ce moment-là a été vraiment très marquant. Donc et donc effectivement, SIDAction a soutenu, et puis après SIDAction a soutenu pendant plusieurs années, mais vraiment le 190 est arrivé et s'est posé dans cet ensemble de vie des associations françaises que représente le SIDAction et son comité associatif comme quelque chose qui détonnait complètement. Et il y avait une deuxième question, mais je l'ai oubliée. C'était les deux. Oui, sur le soin. Oui, et puis voilà, c'est ce décloisonnement, comme l'a dit Michel, de dire on va répondre à l'épidémie d'infection à VIH en travaillant avec les personnes vivant avec le VIH. Ça aussi, c'était quelque chose qui prenait complètement de court, puisque c'était pas qu'une question hospitalière, de dire d'un côté on fait la prévention des IST ou la prévention du VIH, et de l'autre on fait le traitement des personnes vivant avec le VIH. C'était comme ça aussi que se pensaient les associations. On accueille les séropos d'un côté. Il y avait des associations qui faisaient de l'accueil de séropos, et il y avait d'autres associations différentes qui faisaient de la prévention. Et c'était des mondes qui ne se parlaient pas, en fait.
Donc il y a eu la création du 190, je pense que ça nous a bien aidé aussi à changer notre manière de voir les choses. Merci. Est-ce qu'il y a un petit commentaire dans la salle ou peut-être des gens qui ont connu aussi cette période qui pourraient donner leur avis? Alors on avance si jamais il n'y a pas de questions. C'est la suite, Michel? La partie 2 Et de l'histoire, c'est pas moi. oui, et Péduge. Non, à toi. Oui, c'est là. Ouais, ça va. Il y a d'autres personnes qui veulent. D'accord, ok, bah, je vais continuer à parler alors. Je vais continuer à parler. Je sais pas. Ah oui. Bah, il a un peu introduit, Marc, l'histoire de l'approche en rupture, parce que c'était effectivement une approche en rupture avec ce qui se faisait en France à l'époque. Encore une fois, tout ça existait ailleurs. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs, plus après qu'avant d'ailleurs. Mais c'est. On inaugure donc le 1er décembre 2009, 2 mois avant l'ouverture, toute la sphère institutionnelle associative de la lutte contre le sida. Et là, ce qui est quand même quelque chose qui nous a un peu rassurés. Ben, finalement, malgré tout ça, tout le monde est venu. Il y a eu quand même des... Enfin, ça a été quelque chose. Hein. Alors, le jour même, ça y est, t'es content, tu l'as eu, ton jouet. La stratégie. Alors, votre truc de dépistage des IST, on va le chercher partout chez des gens sans symptômes, vous allez jamais rien trouver. Ça, c'était un pont de la vénérologie française. Le mieux, c'était la dimension communautaire. Ah oui, alors donc, il faut être homo pour soigner les homos. Alors donc, il faut avoir un cancer pour soigner les cancéreux. Donc déjà, on était une pathologie, ça, c'était sympa. Deuxièmement, d'ailleurs, on était tous homo, a priori. Personne n'a imaginé que dans l'équipe, il y avait des hétéros, des tout ce qu'on veut, etc. Alors, c'était pas... Je pense que j'ai pu faire un coming out, mais il y avait pas mal d'homos dans l'équipe, évidemment. Il y en a toujours pas mal, d'ailleurs. Mais faut quand même être honnête, les autres, on les a jamais vus arriver. Sauf exceptions magnifiques qui sont actuellement dans l'équipe. Donc, je veux dire, notamment chez les médecins, il n'y a pas eu beaucoup de médecins hétéros qui se sont pointés au truc. Et donc, ça explique aussi une série de choses. Mais en tout cas, tout le monde se dit, de toute façon, déjà, alors, c'est nul. Ah, il faut être homo pour s'occuper des homos. Mais en même temps, ils n'imaginaient pas, seul instant, que des non-homos puissent s'occuper de ça. Donc, quand même, il y avait un truc qui était un peu impensé dans cette histoire-là. Donc ça, on y a eu droit quand même pendant 1 an, ce genre de réflexion qui était un peu fatigante. Mais qui était finalement un peu drôle. Les premiers usagers en 2010, c'était plus de 50% des personnes vivant avec le VIH. Et alors là, je voudrais quand même, parce qu'on était beaucoup attaqué sur le communautaire gay, mais pas sur le communautaire VIH, bizarrement, que tout le monde a oublié. Moi, j'oublierai jamais une de mes patientes, une femme qui a maintenant, elle a mon âge, donc elle a 62 ans, elle est sur repos depuis quelques maisons que ça existe, c'est presque elle qui l'a inventé, qui a vécu tout. La mort imminente, les infections opportunistes, les hospitalisations pendant 2 ans, tout le bordel, etc. etc. Bon, comme tout le monde, elle a fini par sortir de ça, reconquérir une vie, etc. Et puis, je la suivais à l'hôpital et puis je lui explique ce que je faisais. Elle me dit: «Oh bah, ça va être plus pratique pour moi parce qu'à l'hôpital, vous n'êtes pas là souvent, tandis que là, vous serez là souvent. Moi, c'est plus simple parce que je bosse, tout ça, et cetera». Donc je dis: «Bah, écoutez, venez, c'est fait pour vous». Et elle arrive dans ce machin qui était censé être un repère de tentouses, peinturluré, et elle s'assoit et elle dit: «Ah! Enfin un endroit pour nous». C'est J'avoue que je suis resté sur le cul quand elle a dit ça, mais c'était la première personne qui a dit: «Enfin un endroit pour nous». Donc comme quoi, c'était pas si bête. L'affichage santé sexuelle était très important parce que ça voulait dire que les séropos avaient une sexualité. Je vous rappelle qu'à l'époque, un séropo n'avait pas de sexualité. C'était un consensus. S'il en avait une, elle était abordée dans le milieu de soins uniquement sous l'angle de la prévention. Vous mettez bien les préservatifs, hein, quand même, hein, c'est important. Et c'est vrai que beaucoup n'en avaient pas d'ailleurs. Ceux qui réclamaient un traitement antirétroviral. Alors ça a été assez extraordinaire. La première année, on a eu plein de gens qui venaient en me disant, le TASP, hein, ça date de les premiers trucs, ça date de 2006. On était en 2010 et plein de gens chez les usagers du système de soins voulaient être sous traitement. Ils avaient 800 CD4, hein, ils n'étaient pas menacés, mais voulaient être sous traitement parce qu'ils en avaient marre de vivre dans la peur panique de la transmission. Et on leur disait: ah ben non, vous n'aurez pas de traitement parce que vous avez plus de X CD4. Et en fait, ils venaient chez nous en disant: bah oui, mais
moi, on me refuse le traitement ailleurs parce que j'ai trop de CD4. Alors, déjà, trop de CD4 à séropos, c'est un message qui est difficile à faire passer. Et donc, il y avait des gens qui venaient pour ça. Et puis, quand même, les gens sont venus avec leurs difficultés avec la sexualité parce que, du coup, comme c'était marqué santé sexuelle, on était séropos, on avait droit à une sexualité. Déjà que les séronégatifs ont des difficultés avec leur sexualité. Les séropos aussi, avec peut-être deux, trois petits décorums en plus. Donc, les gens sont venus pour ça. On a inventé à l'époque la consultation des partenaires. Les partenaires, c'est des gens qui venaient à la fin de la consultation de leur partenaire Je peux poser une question, docteur? Généralement, ils se sentaient autorisés à poser une question de prévention, rien d'autre. Et en fait, nous, on a vu arriver à ce moment-là des gens qui disaient « Il va mourir !» alors que l'autre, il a son bœuf à point nu tous les matins pour le petit déjeuner. Peu importe. Mais en tout cas, c'était ça qui se passait à l'époque. Et on se dit aussi, pour que les séropos aillent bien, il faut peut-être que leurs conjoints, quand ils en ont, aillent bien aussi et ne transmettent pas leur angoisse, ne se sentent pas honteux d'être séronégatifs. Ça existait, ça aussi, dans les années 90 notamment. Et puis alors, le succès du dépistage exhaustif des IST, ça a été phénoménal. Parce que, moi, ça faisait depuis 92 même pas 88, que je traînais dans les CDAG. Je passais mon temps à entendre des gens qui voulaient un test de tout. Moi, je répondais bêtement que c'est une autopsie, un test de tout. Et en même temps, si les gens demandaient un test de tout, c'est qu'ils avaient peut-être bien ils avaient une idée derrière la tête. Donc, on s'est dit, on va le faire, le test de tout. Et évidemment, on était les premiers à le faire. Les deuxièmes à le faire, c'était dans l'enquête hyper-gay. Après, ça s'est diffusé à partir de la PrEP. Mais la vraie surprise, c'est que en fait, on avait pondu un projet en se demandant bien si, comme ça n'existait pas, on ne savait pas si ça fonctionnerait. Les gens qui sont venus sont exactement les gens qu'on attendait. Et ça a été quand même extrêmement rassurant parce qu'on s'est dit, bon, on ne s'est pas complètement planté la gueule sur notre histoire. Le réseau, il était essentiel. On a tout de suite fait un partenariat avec le SMIC Tenon, qui a d'ailleurs intégré progressivement l'équipe médicale du centre. À l'époque, on avait un peu envahi l'équipe médicale de Tenon avec nos collègues qui étaient attachés là-bas. On a fait aussi une convention avec Espace pour la santé mentale. On avait une synergie avec le Checkpoint et Philippe Gazalet qui est là, a fait une très très belle thèse sur le dépistage communautaire au Checkpoint, la prise en charge communautaire du VIH aux 190 et comment ce circuit a extrêmement bien fonctionné. Une thèse qui lui a valu un prix et d'être lauréat de la faculté de médecine. On était en dessous d'Action Traitement qui touchait vachement les vieux séropos, ceux qui ont vécu toutes les guerres et qui, eux, dans la sexualité, avaient été dévastés pendant 20 ans et qui enfin pouvaient en parler. Et alors, on nous a dit, oui, vous faites du détournement de clientèle parce que vous êtes SIDA Infoservice, et SIDA Infoservice, si vous orientez plein de gens, c'est pour ça que vous avez des gens, sinon vous auriez personne. En fait, on faisait nos stats. En fait, SIDA Infoservice orientait très peu chez nous. En tout cas, ni plus ni moins que ce qui était convenu, et orienté aussi dans d'autres lieux, comme d'habitude, on était un lieu de plus qui répondait à des besoins spécifiques. On a triché, mais on a triché. On a triché, on triche encore d'ailleurs. Là, il reste toujours en France un truc absolument aberrant qui s'appelle la prescription initiale des antirétroviraux, qui date de l'AZT en 1987 et qui a été mise en place dans un contexte extrêmement particulier que j'ai connu parce que c'est là que j'ai commencé ma carrière. On en est toujours là, on s'assoit dessus. Alors d'abord, on a utilisé les ordonnances de l'hôpital en les piquant et en les tamponnant. Maintenant, on n'essaye même plus, les pharmaciens s'en foutent, il semble que la sécu s'en fout aussi. Je pense qu'il est admis que tout le monde s'en fout, mais pas au point de faire changer une réglementation qui est totalement obsolète et qui repose sur un contexte qui a radicalement changé. Les recherches multisites des IST, c'était pas remboursé, en tout cas pas en PCR, donc on faisait de la bactério et on choisissait le lieu le plus merdique en se disant là on fera la PCR, on a plus de chances de trouver. Et puis on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait alors là, dans les bonnes fées, j'ai oublié Georges Créplac aussi qui est là, qui a été quand même une des chevilles ouvrières, mais c'est quelqu'un avec qui on travaillait directement, c'est pour ça que j'ai pas eu dans les bonnes fées, c'était vraiment le partenariat qu'on a fait avec le centre biologique du chemin vert et qui est devenu sur Alliance depuis a été fondateur, mais Georges était déjà au centre de tout ce qui se passait en biologie en ville. Et voilà. Le traitement universel, donc j'ai dit on l'a mis, c'était devenu un standard. Et puis on a même fait de la pub, ce qui était totalement interdit pour un lieu de soins, avec des choses très kissering, ne te retourne pas dans ta tombe, mais pour essayer de faire savoir aux gens un petit peu ce qu'on faisait. Comment? Dans les backrooms, voilà, c'est ça. On s'est dit que des médecins porteraient peut-être plainte auprès du Conseil de l'Ordre, mais ça voulait dire qu'ils allaient dans les backrooms. Donc, ils ne le feraient pas.
Pour les personnes vivant avec le VIH, c'était l'accompagnement dans la sexualité, quelle qu'elle soit, y compris le bareback. C'était le grand débat de l'époque, on l'a pris. L'accompagnement des conjoints, le newfield d'accès facile, parce que le comblement de l'hypodystrophie, ça existait, mais il n'y avait quand même pas tant que ça de consultation, des listes d'attente importantes, ou alors il y avait aussi du secteur 2. Donc on a développé le newfield, c'est pour ça que Philippe Bonhomme est là depuis le début, entre autres. Pas de consultation spécifique de suivi VIH. Dans la salle d'attente, on ne sait pas si quelqu'un vient pour le VIH, pour un dépistage, pour une ch'touille, pour IBAN de mou, enfin, voilà. L'offre en santé mentale ne sépare pas l'approche psychologique clinique de la sexualité, et ça, c'était l'apport fondamental de Nadège Pierre qui a toujours la double casquette de sexologue et de psychologue clinicien, et donc la double compétence qui permet qui a permis de répondre à un vrai problème auquel beaucoup de gens étaient confrontés, c'est-à-dire que l'approche psychothérapeutique était souvent très distincte de l'approche de la sexualité dans sa réalisation et dans son déroulement. Et c'était un gros manque pour les personnes, et on a vraiment pu introduire, grâce à Nadège, cette prise en charge beaucoup plus globale sur le plan psychologique, et ça a été un apport qui est fondamental. Et donc, le dépistage des IST, indépendamment du suivi VIH et la déclaration de la sexualité, qu'on a plus vu uniquement sous l'angle de la prévention. Il n'y a pas de blouse blanche, les tables sont rondes, et c'est pas des bureaux. L'équipe réduite, elle connaissait les usagers, et les usagers nous connaissaient. Ça, c'était aussi un truc fondamental. C'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on est plus gros qu'avant. La polyvalence des professionnels, tout le monde voit tout le monde, tout le temps, sans séparation. On était sans rendez-vous tous les soirs de 16h à 20h. Ça a été, on l'a fait pendant quelques années, avec un accès facile. Et honnêtement, à l'époque, on a récupéré pas mal de personnes séropositives qui étaient en rupture totale de soins, parce qu'ils étaient pas bien dans leur tête, parce qu'ils étaient pas bien dans la société, parce qu'ils avaient du mal à se plier à des règles parfois très très strictes imposées par certains lieux de suivi, et qui ils venaient quand ils pouvaient, pas forcément quand il fallait, et on se démerdait avec ça, et on en a quand même remis pas mal dans le soin qui autrement errait avec des errances thérapeutiques. Par contre, on n'a jamais adhéré à la connivence, que je considère comme déplacée, le tutoiement, la familiarité, etc. On est un lieu alternatif, mais qui reste professionnel. On est un observatoire de la santé gay, et ça, à l'époque, personne ne le comprenait. Le signalement du risque élevé quand on a constaté le portage de méningocoque, on a alerté les autorités de santé à l'époque, qui nous ont vraiment envoyé chier. Encore une fois, c'était pas les mêmes à l'époque. C'était 1 an plus tard, il y avait une épidémie, il fallait qu'on vaccine tout le monde. Le chemsex, on en a parlé en 2011, et on nous a dit, vous êtes des tarés, vous faites une légende d'un truc qui concerne moins de 50 personnes en France. On a fait la première enquête de prévalence du mycoplasma génitalium, et d'ailleurs ça, on n'en est pas fier, parce que je pense qu'on a contribué à créer un monstre, mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Et globalement, le 190, c'est un effet loupe, c'est-à-dire que des phénomènes qui se passent dans les communautés séropo et HSH qui peuvent être marginales à un moment et apparaître et disparaître dans la masse, chez nous, forcément, elles émergent, parce que la population est très très homogène et concentrée. Il y a des réussites et il y a des échecs, hein, sinon la réussite, quand même, je vous rappelle que le projet initial, c'était on fait diminuer l'épidémie de VIH. C'était ça. C'est toujours ça, d'ailleurs, hein. Entre 2010 et 2015, le taux de sérologie positive correspondant à une découverte de séropositivité passe de 3,8%. 3,8%, c'était l'incidence estimée par l'enquête Prévaguet à l'époque, hein. Donc on était dans le cœur de cible, c'était bon, c'était ce qui était attendu. En 2015, on est à 0,3%. Il ne s'est rien passé entre-temps d'autre que l'approche de santé sexuelle et le dépistage des IST. C'était avant la PrEP. On l'a pas sorti de rien. Il y avait plein de papiers dans le monde qui montraient ça. Et c'est pas du tout lié au fait que notre population ait évolué vers une ligue de vertu qui aurait chassé les anciens usagers. Le taux de patients ayant des IST était multiplié par 3 par la même époque. Donc, alors, bien sûr, là, je vais râler un peu, parce que c'était les mêmes données qu'avait eu Dean Street, dans les mêmes conditions, sauf que Dean Street, il a eu le NHS derrière lui, on a fait tout un truc. Nous, on a dit, oh, votre machin, c'est pas une étude vraiment sérieuse, ce n'est que d'observationnel, ça ne veut rien dire. Bon,
Voilà, c'est quand je me suis trouvé face à Dean Street un jour à l'ECDC à Stockholm, j'ai vraiment eu la honte. C'était les échecs. Ben, il y en a plein des échecs. Par exemple, on a raté, on en reparlera après d'ailleurs, les interventions des conseillers communautaires. Ça, ils n'ont pas trouvé leur public au 190 qui recherchait à l'époque, dans l'environnement actuel, vraiment une demande de soins plus que d'accompagnement communautaire. Le samedi, on pensait qu'on toucherait une population. Et ben, le samedi, on a touché une population qui avait rien à faire chez nous. Et on a arrêté le samedi, non pas parce qu'on était des gros feignants, mais en fait, le samedi, c'était les gens qui avaient pris aucun risque, mais qui s'étaient levés trop tard pour aller au CDAG, parce que nous, on ouvrait plus tard, et qui venaient chez nous à la fin, on se dit, on va pas se bousiller nos week-ends pour des gens à qui on va rien apporter de plus que ce qui existe déjà. Le sans rendez-vous, on a dû l'abandonner avec l'augmentation de l'activité parce que c'était ingérable, mais on l'a réintroduit depuis. On va le réintroduire de plus en plus parce que c'est vachement important. Un échec qui est un succès, mais on ne voulait pas devenir un Cégide. On a dû le devenir, j'expliquerai après pourquoi. Je crois que personne ne comprend encore vraiment ce qu'on fait. Globalement, les cases mentales existent. Mais même très peu de gens maintenant savent encore qu'on fait du suivi VIH alors qu'on a une file active de presque 800 personnes, c'est-à-dire plus que certains CHU en France, hein. Donc ça, c'est un peu oublié. Et le soutien institutionnel, en tout cas financier, je parle, n'a pas vraiment évolué depuis 2012, alors que l'activité, elle, était multipliée par 10. Donc c'est tout de même ça. Le froid et le chaud. Alors les premières années, et encore une fois, ce n'était pas les mêmes. L'hostilité de l'ARS a été massive, mais vraiment massive. À chaque réunion annuelle, on nous disait ne changez rien, sinon on en profitera pour vous faire fermer. Ça a été dit. Je vois Frédéric Goyet qui fait la moue. Je vous donnerai le nom. Elle est toujours là, mais elle vient plus. La DAZES, ça c'était fabuleux. Il y avait quelqu'un à la DAZES la dernière personne qui continue à nous suivre. Non, mais vous savez, on pourrait vous soutenir. Mais vous auriez par exemple 80% d'homos, ce serait normal, c'est l'épidémio, etc. Mais vous discriminez les séronégatifs, les hétéros. Je vais demander comment on faisait d'ailleurs, quel était notre test d'homosexualité à l'entrée du centre. Est-ce qu'on les faisait asseoir sur des bougies de taille croissante? S'ils font entrer du 22 long rifle, c'est bon, tu peux venir, les autres tu dégages. Et en fait, on avait 80% d'homos dans notre patientèle, les autres 20% appartenaient à d'autres identités sexuelles, etc. Donc c'était le cas, mais il n'est pas compris. Et pendant ce temps-là, ce qui est extraordinaire, c'est que le 190, on intervient partout. Les assos nous appellent, les autorités nous appellent, les privés, le public, tout le monde nous appelle. Moi, j'ai fait le tour des CISI pour expliquer ce que c'était que la santé sexuelle à droite et à gauche. 2 ans après, la SFLS fait son congrès sur la santé sexuelle. Le mot santé sexuelle dans le VIH n'existait pas en 2010. On pense que c'est une évidence, mais ce mot n'existait pas. Le mot centre de santé sexuelle, moi on me disait, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. On est un centre de santé, on n'est pas un centre de santé, mais un centre de santé sexuelle, ça ne peut pas et ça ne doit pas exister. BS à l'ARS. Ça y est. Depuis, par contre, la NRS, elle est venue nous chercher tout de suite, parce qu'ils se sont dit, eux, ils ont la population, que nous, on cherche et dont on a besoin pour que nos études aient une valeur. Donc ça, on y est allé. Et au même moment, on est dans les recommandations de prise en charge du VIH. Hein. On fait de l'expertise partout, dans le rapport d'experts, à la HAS, à Santé publique France. On est dans tous les groupes d'experts à l'époque, et tout en ayant une hostilité donc vraiment le froid et le chaud avec lequel on a dû y vivre. Mais il y a la crise, c'est-à-dire que globalement, la SIDA-Info Service était sortie de sa crise de 2007, mais il y a d'autres crises qui ont suivi. Enfin, toutes les grosses assos ont eu des grosses crises avec aussi la médication de l'épidémie. On était soutenus. Alors, à l'époque, je pensais que c'était inconditionnellement par SIDA-Info Service. Après, on s'est rendu compte que c'était pas si inconditionnel, mais quand même, le soutien de SIDA-Info Service a été vraiment déterminant. Mais 3 fois, on a failli fermer. Franck Desbordes, qui est là, se souvient de 2014 notamment, où là, on est passé, excusez l'expression, mais un poil de cul de la disparition. Il a fallu, ça a été jusqu'à la mobilisation de la réserve parlementaire de certains députés, hein, pour essayer de sauver le truc. Et en 2015, là, c'est la Bérésina. Et
Et après, c'est la suite. En tout cas, la fin de la première période, elle a sonné en 2014-2015 et le sans-garderie, ce n'est plus une expérimentation, ce n'est plus un projet, c'est quelque chose qui a un passé, une vie et un bilan. Et je pense que si on n'avait pas eu à l'époque de bilan, personne ne serait venu à notre secours, parce que quand même, donner du fric pour sauver des gens, c'est sympa, mais il faut quand même qu'ils aient un peu montré que ce qu'ils font sert à peu près à quelque chose. Et voilà. Je suis toujours dans les camps. Est-ce qu'il y a une ou deux petites questions dans la salle? Ah, une petite question. Oui, je voulais juste une précision quand tu parles du checkpoint. Lequel c'est à cette époque-là, puisque il y a plusieurs checkpoints aujourd'hui, puis il y a eu des changements de nom, etc. Donc je voulais juste remettre le checkpoint dans son contexte. Je parle du checkpoint qui n'existait pas à l'époque. Quand quand on nous a fait l'injonction de fusionner, ni le checkpoint ni le 190 n'existaient. Nicolas s'en souvient pas parce que tu n'étais pas là à l'époque. C'est du temps de Pierre. Et ensuite, quand on a fait un circuit de soins avec le checkpoint, là, c'était le checkpoint de Paris actuel qui existe, qui existe à l'époque. On s'est inauguré à 3 jours d'intervalle. Hein. Donc, oui, c'est ça. Enfin, mais à Paris, il n'y en a qu'un. Je n'ai pas pensé aux autres. Une petite question au fond de la salle. Oui, bonjour Michel, David Friboulet. Je suis le coordinateur du dispositif de santé mentale communautaire de l'ENIPS. Et en fait, ton intervention, ça fait du bien quand même parce que on se rend compte que tu as vécu pour la santé sexuelle. Moi, je le vis pleinement pour la santé mentale, c'est-à-dire les réticences institutionnelles, des réticences de financement, de dire c'est très intéressant, mais allez-y et on verra bien. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour globaliser santé mentale et santé sexuelle. Et merci pour, en fait, t'être battu pendant des années. Peut-être une petite question pour Michel et pour Marc qui était là dès le début et Nadège aussi. Vous n'êtes pas des médecins, mais vous avez été d'entrée de jeu et associatifs et des professionnels de santé non médecins et investis dans le projet, aussi bien sur la pratique, quoi, c'est-à-dire le centre, la création, les horaires, etc., que sur le projet médical et le projet de soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé à l'époque avec Michel et les autres pour monter ce projet? Alors moi, écoute, je vais faire un bref historique en fait, parce que moi, j'ai connu Michel à Thonon en 2005, je crois. Hein. Je me souviens très bien de la première fois où on s'est croisés en sortant de l'ascenseur. Bref, toujours est-il qu'il consultait une fois par semaine. Je vais faire l'histoire assez rapide, ne vous inquiétez pas. Et en gros, on échangeait assez souvent sur lui, c'est déjà son idée de créer ce centre de santé communautaire. Pour moi, ça me paraissait complètement hors sol. Moi, j'étais un infirmier hospitalier dans un service de maladies infectieuses où effectivement, il y avait l'universalité du soin et je voyais pas trop comment on pouvait intégrer en France un système en fait de soins communautaires comme ça. Et puis en fait, il y a eu une réflexion. Moi, ça m'a fait mûrir aussi avec les échanges qu'on a pu avoir. Un jour, un des médecins que j'affectionnais beaucoup à Thonon qui me dit les séropos, ils font n'importe quoi. Il y a plein d'IST, c'est n'importe quoi. Et là, ce que j'ai retenu à ce moment-là, je dis mais ils font en fait. Donc en gros, on avait complètement omis le fait qu'il y avait une sexualité des personnes séropositives. Et ça, pour moi, alors. Vous allez peut-être dire que j'étais peut-être perché, mais j'étais tellement centré sur le VIH, les CD4, les machins, etc., tout ça, qu'en fait, on s'est dit, mince, il y a un truc à faire. Et globalement, on s'y est intéressé. Et lorsque Michel me parle du projet, et là, je me dis, mais ça paraît évident, il y a une espèce de prise de conscience, on n'en parlait pas à l'époque, d'empowerment des professionnels de santé, communautaire. Donc là, du coup, je me suis outé moi-même. Hein. Donc en gros, il y avait quelque chose de volontaire de faire ça. Et lorsqu'en 2010, le centre a ouvert, pour moi, c'était évident. Je voulais absolument, j'étais seul infirmier à l'époque, je voulais absolument, par contre, importer de l'hôpital le sérieux. Je faisais beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque d'observance thérapeutique. Il y avait beaucoup de choses autour des traitements, de l'adhésion au traitement.
mais aussi mais de la qualité de vie. Et ça, c'est un truc que je vais toujours intégrer, y compris dans nos suivis quotidiens. On le fait toujours d'ailleurs avec l'équipe actuelle, d'intégrer tout le temps. On a mis en place les bilans de suivi en fait au centre. C'était important de suivre toutes les personnes vivant avec le VIH qui voulaient être prélevées au centre, elles venaient. On avait un temps sur rendez-vous. C'était pas des choses qui venaient comme ça. Et donc, c'était important d'aborder les questions des traitements, etc. Donc, il y a plein de sujets comme ça. Juste aussi un petit truc. Après, je passe la parole à Nadège parce que tu parlais de 2015 et c'est vraiment ça qui fait la boucle avec la fin de mon intervention là-dessus. Ah bon, enfin, déjà avant, dire qu'on s'est toujours adapté aussi aux besoins et aux innovations. Le TASP, évidemment. Comment valoriser les personnes vivant avec le VIH, la question de la PrEP, l'émergence du chemsex, c'était déjà à l'époque, effectivement, où j'avais mis en place un petit peu un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelait Chems et sexualité VIH. C'était vraiment quelque chose d'assez innovant. C'était en 2012, je crois, donc oui, c'est vraiment très très récent. Enfin, c'était innovant à l'époque. Mais toujours est-il que on a intégré tout ça, la question du TASP, de la PrEP, le chemsex, et 2015, effectivement, lorsqu'on avait fermé, les patients étaient un peu en panique à ce moment-là. Et ils nous disent, mais comment on va faire sans vous? Et je leur ai demandé, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Si on n'est plus là demain, vous allez demander un check-up à votre médecin. Vous allez demander quoi? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire dépister ça, j'ai besoin de dépister les 3 sites, etc. Voyez. Donc, le travail était fait. C'était un travail d'éducation à la santé, d'autonomisation. Mais ça, c'est propre aussi au métier des infirmiers, de dire on autonomise les patients. Ça sert à ça, notre travail. C'est pas les assister, c'est pas faire du cocooning, c'est les accompagner, être présent au maximum. Et on continue à le faire avec nos patients suivis pour des questions de CAMS avec une grande fragilité. Mais ça, voilà, c'était important. Tu présumes de mes compétences, Thomas. J'ai absolument pas participé à l'élaboration du projet de santé sexuelle, de santé sexuelle. Non, on en a parlé. Toi, je t'ai rencontré dans un couloir, toi dans un escalier. On en a parlé, tu m'en as parlé. Tu étais très enthousiaste et après, il y a des coups de cœur dans la vie et ces 2 hommes en font partie et d'autres aussi ici. En revanche, j'ai tout de suite su et compris que psycho, sexo, ça avait du sens. J'avais la chance aussi d'avoir les doubles compétences, donc c'était super de pouvoir commencer cette consultation ici. 4 heures au début. Et en fait, l'histoire pour moi du centre, c'est d'avoir toujours vu les choses évoluer. Elles évoluent encore, on continue tout le temps. 4 heures, c'est passé à 8 puis à 12 et je sais plus là combien j'en suis. J'ai un collègue psychologue maintenant. On s'est aperçu que quelques heures, ça suffisait pas, qu'il fallait mettre en place du suivi thérapeutique parce que c'était compliqué de trouver des offres de services à l'extérieur. La gratuité permettait aux patients de venir plus facilement vers des psychologues, enfin une psychologue femme qui plus est, qui connaissait pas. Il y avait quand même de la méfiance chez les garçons gays de certains psychologues. La gratuité, ça facilitait ça, mais après, il fallait suivre aussi, donc augmenter le nombre d'heures. On s'est aperçu qu'il fallait un psychiatre aussi parce qu'il y avait des problèmes de santé mentaux qui demandaient aussi des prises en charge psychiatriques. On a eu une psychiatre et maintenant on a le docteur Emmanuel Moreau caché là-bas. Mais on avait besoin de ça, d'augmenter notre offre de service en santé mentale. Et puis, évidemment, le chemsex qui est apparu à peu près en même temps, enfin apparu visible sur la scène parisienne en même temps que le centre de santé. Camille Fontaine qui a mis en place une consultation. Et puis après, on n'a pas arrêté d'augmenter tout ce qu'on a, mais toujours en résonance avec... moi, je suis clinicienne, je ne suis pas capable de faire des grandes études comme certains de mes collègues, mais d'entendre ce que disent les patients, pour travailler à ça et augmenter l'offre. Nos compétences aussi, sans doute, mais à chaque fois, l'offre qu'on peut avoir après avec les patients. Je parlerai après d'un projet que j'aime beaucoup avec nos collègues du SPOT, mais c'est aussi ça, c'est aussi apprendre à travailler différemment avec des nouvelles personnes tout le temps. Voilà. Mais j'ai fait au fil de l'eau, moi. Je peux juste rajouter un petit truc, quand même, juste avant de passer le micro. C'est qu'en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est dans ce qu'on a pu développer, nous, dans l'offre paramédicale en fait, des infirmiers, c'est intégrer un truc qui ne se faisait pas en maladie infectieuse à l'époque, vraiment. Enfin, dans notre domaine, c'était la RDR, par exemple. C'est un sujet qui, pour moi, est fondamental maintenant dans notre pratique. Et puis aussi la base du care, en fait. On est dans quelque chose comme ça chez nous. On aborde toutes ces questions-là sur, peut-être j'en parlais un petit peu, sur le projet avec l'antenne, notamment de mettre une place à la santé complémentaire, à des choses qui sont médecine complémentaire et des choses qui sont innovantes et pour lesquelles les infirmiers sont vraiment complètement impliqués.
C'est parti pour la troisième partie. Rassurez-vous, l'autoglorification est bientôt se terminer. Bon, ça a grandi. De toute façon, ça grandissait, ça mourait. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Tiens, comment on est devenu Cégide? Alors ça, c'était marrant. Alors, bon, je me fais toujours un peu moquer de moi amicalement par certains de mes collègues, notamment des tutelles, parce que je répète depuis 10 ans que le Cégide, c'est un truc totalement caduc, qui n'a aucun intérêt et qu'il faudrait supprimer. Je suis d'ailleurs toujours convaincu de cette histoire-là, et je suis toujours tout seul à en être convaincu, donc, mais c'est pas grave. On est quand même devenu Cégide. Pourquoi? Parce que dans la crise de 2014, et notamment la mobilisation qu'avait fait Franck auprès des parlementaires, ça aboutit à une question d'un parlementaire à la ministre. Dans ces cas-là, la ministre a 1 an pour répondre, et la réponse paraît au journal officiel. Et fin 2014, au moment d'ailleurs où il y avait la mise en place des Cégides qui succédaient aux CDG-sidistes, paf, on n'était même pas au courant, la réponse tombe dans le JO. Les difficultés trouveront leur résolution dans le dispositif Cégide. Niark. Donc, mon gars, si tu vas pas, t'as plus le droit de râler. Donc, on a déposé, enfin, non, on a eu 10 jours, je crois, pour déposer un dossier de Cégide avant que ça s'arrête. Bon, heureusement qu'il était accepté. En même temps, comme c'était la ministre qui avait dit qu'il fallait qu'on devienne Cégide, ça aurait été un peu embêtant qu'on l'accepte pas, mais il était accepté. Donc ça a été, c'est comme ça qu'on est devenu Cégide. Pourquoi on n'a pas voulu devenir Cégide? Parce que d'abord, c'était le retour du cloisonnement. On était obligé d'avoir des plages consacrées aux Cégides, identifiées, etc., etc. C'était, pour nous, c'était un dispositif en perte de vitesse qui ne correspondait plus aux besoins réels, et ça correspondait à des contraintes organisationnelles et financières qui ne répondaient pas aux améliorations de la prise en charge telles que nous, on les envisageait. Et il a fallu quand même pas mal de temps, et surtout beaucoup de changements d'équipe au niveau des tutelles, pour qu'on puisse arriver à un Cégide qui aujourd'hui est vraiment à notre idée, nous apporte réellement quelque chose, apporte à mon avis réellement quelque chose aux usagers, et qui permettent d'en améliorer l'efficacité, l'accès, etc., justement en le décloisonnant, en le rendant plus accessible, mais moins systématisé, et on en reparlera si c'est... Bon, mais la dernière crise, elle est donc fin 2014, non, fin 2015, pardon. Si c'est une fédération d'associations à l'époque, plusieurs sont mis en redressement judiciaire, et il est à peu près sûr que le 190 va suivre. On a failli être muré dans les locaux avec nous à l'intérieur. C'était ça. Alors, 3 jours avant, j'ai eu un entretien avec Bruno Spire, qui était l'ancien président de Aide, qui nous disait tout le bien qu'il pensait de ce qu'on faisait. Et quelques jours après, j'avais un rendez-vous avec Aurélien Baucan, qui était le nouveau président de Aide. J'avais rendez-vous pas juste parce qu'il venait d'être élu. Je lui avais dit, tiens, ce serait bien qu'on se rencontre pour causer des visions qu'on peut avoir de tout ça. Il n'a pas pu venir, c'était Vincent Pelletier, qui est le directeur général de Aide à l'époque, qui me reçoit. Et en fait, l'entretien a complètement changé de sujet. On est parti de qu'est-ce qu'on fait avec le 190 qui est en pré-mort clinique. Et c'est là que c'est parti, et c'est là que l'idée de débuter le soutien. Alors après, tout le monde s'y est mis, le CA, toutes les équipes de Aide, etc. Mais au départ, le premier truc, ça a été ça. Et en fait, c'est Vincent qui m'en a parlé, c'est même pas moi, j'étais pas venu pour ça, et voilà. Donc, il y a une négociation entre... moi, j'ai négocié avec le DG de 6 pour... voilà, et puis après, ça s'est fait au niveau institutionnel. Donc, et Sandrine est sorti de l'infoservice. Problème de locaux, puisque les locaux, fallait qu'on les quitte parce qu'on payait plus depuis 2 ans, ce qu'on avait découvert à l'époque. Alors, ça, on avait à l'époque déjà des locaux dans le 20e sur lesquels on avait une option, mais il y avait beaucoup de travaux, et quand on n'a pas de sous, les travaux, c'est merdique. Le spot... il s'est passé un truc qui était une chance, en tout cas pour nous, c'est vraiment une chance. Le spot Beaumarchais était en construction, en cours d'aménagement. Le spot Beaumarchais s'était construit sur un projet qui est devenu sans objet alors qu'il n'était pas encore construit, puisque en fait c'était un projet centré autour de l'accès à la PrEP, à l'époque où l'accès à la PrEP n'existait pas, et entre-temps, l'accès à la PrEP est arrivé, et les travaux n'étaient pas finis. On a intervenu un peu pour que les travaux puissent s'adapter à notre activité, et on a pu déménager vite fait avant de finir à la rue, au spot. On devait rester 6 mois, on est resté 2 ans finalement, mais c'est pas grave.
On y est même retourné tellement on aime. Et entre-temps, il y a eu il y a eu l'acquisition de Parette, du local de la rue Jean-Pierre Timbaud, qui est vraiment donc là celui où on est. On a emménagé en 2018 et qui est maintenant, alors on dit la baleine maintenant. C'est pas, j'avais pas maigri à l'époque, mais c'était pas à cause de moi. C'était parce qu'on est à la place de la Baleine aussi, à l'angle, et que c'était un endroit où on faisait les baleines de Corsay dans le temps, d'où son nom. C'est voilà. Et donc là, on a nos locaux définitifs depuis 2018, qui sont évidemment trop petits, mais enfin, ils l'étaient pas à l'époque, mais un an après, ils l'étaient. Mais même si on prend toute la mairie du 11e, elle sera trop petite à un moment. Donc c'est un moment, on peut pas. Voilà. Donc c'est voilà. Nouvelle organisation, nouvelle gouvernance. On reste une association indépendante, mais avec le mandat de gestion de aide. La capacité d'accueil, elle augmente. 2016, dès qu'on a eu le droit, c'est-à-dire en juillet, on se lance dans la PrEP et on est tout de suite le 2e centre de PrEP en France. Après Saint-Louis, qui avait un peu d'antériorité, on a poursuivi nos autres activités. Et à cette époque-là aussi, quand même, c'est très clair que l'impact du chemsex, il est de plus en plus important sur l'activité. On était quand même très très tôt identifié comme un lieu de soins ressources, et ça a pris énormément de place avec à la faveur d'arrivée aussi de nouvelles personnes venues renforcer l'équipe. Ça a permis aussi de développer de nouveaux projets. Donc les grandes évolutions, c'était le développement du pôle de santé mentale, c'était l'impact de la PrEP sur l'activité. Ça a été le développement quand même des protocoles de recherche maison, parce que même si on était impliqué dans des gros protocoles nationaux et internationaux, on était très fiers d'avoir participé à Partner, qui était quand même l'étude européenne qui a définitivement plié l'histoire du TASP. On était très contents d'être un des principaux centres en France. Il a fallu gérer la crise sanitaire, et après il y a eu la création de l'antenne. On est revenu dans l'écho du spot sur des projets là beaucoup plus pointus et de recherche et de nouveau d'innovation, et l'évolution du Cégide. La crise sanitaire, comme tout le monde, on a fermé les locaux, on a continué. Il a fallu, tout le monde l'a fait, hein, on n'est pas les seuls, mais en tout cas on l'a fait aussi. On a développé tout de suite, autant que possible, l'accompagnement de nos usagers par téléphone, puis par visio, etc. Parce qu'on avait plein de chemsexeurs, de preppers, de séropos qui étaient sur le carreau, isolés, etc. Sans contact physique, etc. On essayait de maintenir le lien au maximum. Une autre partie de l'équipe est allée faire son devoir et renforcer les services de réa, les services hospitaliers qui s'occupaient de Covid. Donc tout ça, c'était ça. Ça nous a permis de choses, d'abord de développer la téléconsultation qui après nous servira, et aussi d'avoir un impact sur les usagers de produits, puisqu'après on a fait l'étude Sherlock, dont mes collègues parleront, qui était une étude d'évaluation de l'impact des confinements sur les usagers de psychoactifs en contexte sexuel. L'antenne, ça a été dur à accoucher à cause du Covid, justement, parce qu'en fait, en 2019, on fait une étude préalable pour essayer de voir si on pouvait trouver un autre truc pour dépister les personnes les plus exposées, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois exposés, qui n'iront jamais, par exemple, dans un Cégide, même s'il est sur leur palier. Donc, l'histoire d'aller les chercher. On fait une expérimentation en 2019 qui est extrêmement intéressante, et on se dit, on va mettre ça à grande échelle. Boum, Covid. Zut, donc c'était raté. Et après, pour se remettre du Covid, ça a quand même mis du temps. Et donc, on a mis un peu de temps à développer le projet de l'antenne. Mais du coup, ça a permis de développer un vrai projet qui maintenant est un projet essentiellement centré autour du chemsex. En tout cas, pas le projet de l'antenne, pas le projet du spot, mais le projet de la collaboration entre l'antenne et le spot, qui est un quasi-hôpital de jour maintenant pour usagers de drogue en ambulatoire. Et ça a permis aussi de redévelopper l'évaluation du aller vers, en recrutant par exemple des usagers sur les applications de rencontre, pour essayer de les amener vers le traitement, vers le soin s'ils sont séropos, et vers la PrEP s'ils ne le sont pas encore. Et là, ce qu'on a pu faire, c'est ça, l'avantage de prendre du temps et de ne pas tout faire trop vite, c'est que le parc, comme le protocole EasyTest, font l'objet tous les deux d'une évaluation, d'une vraie évaluation avec un labo de recherche financé par l'UGIRSI, donc ça c'est bien. Là, la santé mentale, c'est devenu un très gros pôle, mais Nadège, je vais en parler spécifiquement après, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on va laisser les gens qui y participent en parler en toute connaissance de cause. Les téléconsultations, c'est la révolution post-Covid au départ. Au début, c'était pour résoudre un problème d'absence. Et puis maintenant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est aussi un moyen de garder le contact avec des usagers qui ne sont pas forcément faciles
à avoir. On vient de loin. Parfois, il faut 1 heure et demie de transport pour venir chez nous, pour certaines personnes. Évidemment, on ne peut pas leur imposer ça en permanence. Donc, ça nous a permis aussi de garder le contact. Ça nous a permis aussi, on a une population vieillissante. Moi, j'ai des vieux séropos, comme on dit, qui sont partis vivre leur retraite en province, qui n'ont plus rien pour leur suivi. Et si on n'avait pas la visio, ils auraient aucun suivi expert dans le domaine du VIH. Et même souvent, je règle leurs problèmes de médecine générale parce qu'ils n'ont même plus personne pour s'en occuper. Donc ça, la visio, ça nous a permis de garder le lien avec des gens qui avaient moins de facilité à accéder aux soins. Et puis donc, oui, c'est aussi le recrutement des usagers par l'utilisation des moyens électroniques, des applications. Bon, ça, c'est juste pour le fun. Bon, ça, c'est toutes nos publications internationales d'Excès. J'ai pas mis les 15 interventions dans les congrès internationaux, j'ai pas mis les posters à la SFLS, etc. Enfin, je veux dire, on a une grosse activité aujourd'hui maintenant de recherche et de publication. Donc ça, c'est très important. Le Cégide, on est passé de 4 plages qui étaient à moitié sans rendez-vous, à moitié sur rendez-vous. Ensuite, on est passé sans rendez-vous parce qu'on s'est rendu compte que les gens qu'on cherchait, ils prenaient pas rendez-vous. Donc, on a arrêté le rendez-vous. Ils avaient d'autres endroits, les gens qui prenaient rendez-vous. Et maintenant, on a réussi à décloisonner. C'est-à-dire qu'en fait, le Cégide, c'est plus qu'un budget géré à l'année. On peut avoir une concession Cégide sur l'ensemble des horaires d'ouverture du centre. Et en fait, on va l'arbitrer en fonction de la demande d'anonymat et de l'accès à une couverture sociale. Ce qui permet de consacrer le budget aux gens, parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose de faire du Cégide à des gens qui viendraient autrement en consultation, mais parce que c'est le jour où ça les arrange, qui ont une couverture sociale, qui ne cherchent pas du tout l'anonymat et qui peuvent très bien avoir tout ce qu'il faut. Par contre, les autres qui ne viennent pas sur la plage Cégide, s'ils ne viennent pas sur la plage Cégide, on ne peut pas leur proposer tout ça. Ou alors, quand on le propose, c'est à nos frais et ça nous a coûté assez cher à un moment. Donc, ça nous a permis de gérer l'adaptation de l'offre aux besoins. Et ça, c'est un grand succès. Je pense qu'il devrait être diffusé. Et c'est une adaptation qui, pour l'instant, à ma connaissance, reste unique à ce jour. Les victoires, le test and treat, mine de rien, on l'a fait avant les autres, comme le traitement de la primo-infection, et maintenant, c'est plus du tout en débat depuis plus de 10 ans. La bactériologie multisite, on a triché, on a menti, on a fraudé, mais maintenant, c'est le gold standard. Donc, ça servait à quelque chose de ne pas être tout à fait dans les clous. On a pu organiser le Cégide. On a quand même été capable de répondre aux 2 crises sanitaires qu'on a eues en très peu de temps, le Covid-19 et le monkeypox. On a inventé des réponses sur le chemsex et on vous dira tout à l'heure que pour l'instant, il y a quand même beaucoup plus de travail d'observation que de travail de réponse clinique et thérapeutique. On a toujours évalué l'efficacité de ce qu'on fait, parce que sinon, encore une fois, il ne suffit pas de dire que les gens sont contents, même si c'est important que les gens soient contents. Il faut aussi que ça serve à quelque chose, et ça, c'est important d'avoir ça. Et puis, l'incidence, la diminution de l'incidence du VIH dans notre population, elle est toujours aussi massive. Et aujourd'hui, les gens qui découvrent leur séropositivité de 190 sont essentiellement des gens qu'on n'avait jamais vus avant. Dans notre population qui rentre séronégative, elle le reste, ce qui était quand même un peu l'objectif du truc. Mais paradoxalement, nous ne sommes pas un centre de santé sexuelle, selon les textes actuels. Nous ne sommes pas non plus un centre communautaire, selon les textes actuels, alors qu'on l'a inventé. Bon, ça, c'était la petite pique habituelle. On a l'impression que le Cégide a réintroduit le cloisonnement pour les tutelles, parce que, par exemple, nous, on ne nous parle plus du tout de notre activité sur le VIH. On nous demande des indicateurs que sur l'activité Cégide, et très peu sur le reste de ce qu'on fait, alors que l'activité Cégide, ce n'est qu'une partie de ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que la vieille culture cloisonnée, elle a tendance à revenir. On doit se battre pour rappeler qu'on ne fait pas que ça, qu'on n'est pas que ça, et qu'on est bien autre chose. Le Cégide n'a pas pu faire évoluer le statut du centre de santé qui, pour l'instant, est un statut de centre de santé classique qui est condamné à ne jamais pouvoir être en équilibre puisque ce statut rend impossible, de par ses modes de financement et ses contraintes, l'arrivée à un équilibre, surtout quand on décide de se consacrer exclusivement à une population qui a des besoins plus importants qu'une population générale, où on va dire qu'on équilibre en général une activité sans gros investissements, une activité qui en demande beaucoup, nous on fait que du beaucoup, donc forcément ça revient plus cher au centre, mais ça rapporte pas plus cher au prix de la consultation. Donc ça, sans financement extérieur qui actuellement, et c'est dommage, proviennent en proportion écrasante de aide, on met la clé sous la porte dans 1h30. Donc, ce centre n'aurait jamais existé, mais maintenant il existe depuis 15 ans, et figurez-vous, quand il est ouvert, j'en ai jamais douté qu'on fêterait un jour les 15 ans. Donc je suis content de ne pas m'être gouré. Qui s'est construit en marge de l'organisation des soins et en marge des règles, qui est devenu un lieu de référence, parce qu'on est quand même un lieu de référence, qui a atteint ses objectifs,
et qui a répondu aux défis sanitaires. Et maintenant, finalement, on fait partie du décor, après avoir longtemps détonné, au point même certains ont oublié qu'on existait. Mais on est toujours prisonnier de notre marginalité originelle, même s'il y a peut-être une coquetterie à la conserver. Mais pas que ça. Et j'en ai fini dans les temps. Merci. Michel, est-ce qu'il y a quelques questions là comme ça suite à cette dernière intervention, non? Peut-être une ou deux questions encore on va commencer par Franck. Tu étais administrateur et président du 190 au moment du changement de portage, de passage de SIDAction à AIDS. Comment t'avais vécu cette période Alors, c'est vrai que j'étais président du 190 sous SIDINFO Service. Et quand bon, il y a eu la crise, hein, il y a eu un communiqué de presse, j'ai pris en otage tout le conseil d'administration en faisant un communiqué de presse. Seul Michel et Godino, le directeur de l'époque, étaient au courant. Ça a effectivement créé pas mal de choses. Après, bien sûr, moi, j'ai vu arriver Ed avec beaucoup de plaisir, enfin, beaucoup de satisfaction, parce que Ed arrivait avec d'abord des convictions, les moyens financiers qui nous manquaient évidemment, avec des outils qu'on n'avait pas chez SIDINFO Service, avec un suivi aussi. Et puis Ed avait perçu, contrairement à certains éléments du conseil d'administration de SIDINFO Service, le caractère stratégique du 190, avec des innovations, avec un tas de choses qui n'étaient pas perçues à juste valeur dans l'ancien. C'est pas un reproche, hein. On avait un conseil d'administration de SIDINFO Service qui était un petit peu hétéroclite, qui n'était pas forcément très proche de la communauté gay. Et donc, ça donnait une distorsion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que, l'arrivée de Ed, pour moi, c'était un grand soulagement. D'ailleurs, je suis toujours administrateur. Après avoir été président pendant des années, je suis toujours administrateur. Je suis très attaché au 190. Mais je vais peut-être te parler aussi en tant que patient. Alors, je suis patient du 190 depuis quelques années maintenant. Mais je vais remonter aux années 1990 où moi, j'étais allé, j'ai chopé une IST, une hémorragie. J'étais dans un centre de santé vénérienne à l'époque. Et donc, je m'étais fait, mais pas disputer, mais je m'étais fait engueuler par le médecin de l'époque. C'était vers le métro Glaciaire par là-bas, je me souviens plus exactement. Et donc, le médecin m'avait dit, après m'avoir fait cette piqûre qui me faisait mal, c'est bien fait, vous y penserez la prochaine fois. Alors, je suis sorti de là, j'étais totalement terrifié. Mais surtout, je me suis dit, mais il connaît rien à la communauté gay, parce que s'il vient avec moi en backroom, il verra qu'en backroom, j'ai 2 neurones. 2, ils sont totalement occupés à autre chose. Et 3, non, je n'ai pas y pensé avant parce que je profite du moment présent. Donc, je me suis rendu compte que les centres de santé de l'époque n'étaient pas du tout adaptés à nos modes de vie. Moi, j'aime bien les backrooms, les saunas, les bars, etc. Donc, voilà. Et puis, il y a eu aussi quelques années plus tard, dans les fin des années 90 et début des années 2000, ACT UP qui faisait des apps, des établissements où il n'y a pas suffisamment de prévention. Et le public, hein, la clientèle de ces établissements avait à ce moment-là fait un rejet des associations de lutte contre le sida parce qu'ils se sentaient attaqués eux-mêmes par ACT UP, alors que ce n'était pas la volonté d'ACT UP, mais c'était un effet consécutif à ces apps d'établissements. Et bien sûr, quand j'ai vu arriver en 2009 l'idée du 190, moi, faut dire aussi que j'étais très impliqué parce que j'avais déjà depuis quelques années monté un petit magazine mensuel pour les sexualités, pour les saunas, les backrooms, tout ça. Donc, ça s'appelait Agenda AQ, qui existe toujours, après plus de 20 ans d'existence, et d'ailleurs dans laquelle le 190 est souvent une chronique. Et donc, j'étais très impliqué dans cette communauté très sexualisée. Et donc, j'ai tout de suite compris l'intérêt du centre où il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de préjugés. On pouvait dire, la docteur, j'ai rencontré 10, 20, 30, 40, 50 personnes dans le week-end. J'ai un petit peu bu et voilà, j'aimerais bien que maintenant qu'on fasse une série de tests sans être jugé, sans avoir c'est bien fait, tu l'as bien cherché. Voilà, donc ça, c'était quand même quelque chose de très très bien. Et effectivement, moi, je confirme, il n'y a pas eu que la pub dans les établissements backroom, tout ça, il y a eu le bouche à oreille. On en parlait beaucoup. C'est-à-dire que dès que quelqu'un était dans la même identité que nous, on lui disait, bon, va au 190. Voilà.
Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de temps là ou on est bon? Euh, Non, je sais pas, je crois qu'on avait une petite question encore, Marc, parce que il y a Marc 19, parce qu'il y a deux Marc, il faut pas se mélanger. Qu'est-ce qui avait fait finalement que Heads avait suivi quelques années après avoir pas accompagné le 190 au tout début de sa création? Qu'est-ce qui a fait que finalement, quelques années plus tard, quand il s'était agi de prendre la suite de Sida Info Service, vous vous êtes lancé cette fois-ci directement? C'est ce que Catherine a rappelé, c'est-à-dire qu'au moment de la crise de 6 et donc fin 2015, il n'y a pas eu beaucoup de questions au sein du conseil d'administration. Quand on en a parlé entre nous, quand on en a parlé au CA, parce que le 190 existait depuis longtemps, et c'est ce qu'a dit Michel aussi, c'est-à-dire que quand les choses sont démontrées, prouvées, on ne se pose pas de questions. Est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on ne soutient pas? Je crois aussi qu'au sein de Aide et alors au sein du CA, je ne sais pas, mais il y avait une espèce de peur panique en se disant mais on ne peut pas, c'est pas possible que le 190 ferme parce que nous on y va en fait. Donc ne fermez pas notre notre lieu de santé. Il y avait de ça aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de question. C'était il y avait très simplement une des choses à sauver, c'est que vous savez les cotisations sociales, ça représente des montants importants qui sont payés pas tous les mois mais par trimestre. Et il y avait une dette sociale monumentale à l'égard de l'URSSAF, et que ça allait planter le 190. Donc concrètement, la première question qui a été posée au CA, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour verser un montant qui était très important pour payer les dettes sociales du 190, parce que sinon, le 1er janvier, c'est fermé. Ce sera fini. Et ça sera des centaines et des centaines de personnes qui auront porte close. C'était ça le sujet, en fait. Donc, il n'y a pas de discussion à ce moment-là. En fait, oui. Et puis après, c'est ce qu'a dit Catherine, après, on verra bien. Bon, alors, on a vu au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas trop réfléchi, en fait. Vraiment, hein. Enfin, on s'est juste dit, il faut que ça continue. Et pourquoi ça n'a pas été accepté au début? Bon, alors, il y a des tas de raisons, mais je pense aussi, c'est que ce qu'a dit Michel, c'est que Aide était dans une phase de transformation. 2010, c'est la fin de l'expérimentation sur le test de dépistage rapide, que Aide a complètement investi, porté, mais c'était très nouveau dans Aide de faire du dépistage non communautaire. Il y a une histoire ancienne, on a parlé d'Arcade tout à l'heure, où il y avait des médecins qui étaient dans Aide au départ à sa création, qui avaient quitté Aide en 86, 87, je sais plus trop. Et donc, il y avait une histoire dans Aide, il n'y a pas de médecin. Et puis après, en 2015, au congrès de 2015 de Aide, il y avait une question, c'est, bah oui, on peut avoir des médecins dans Aide. Donc c'était un moment de changement aussi dans Aide. Mais la raison pour laquelle Aide a soutenu en 2015, fin 2015, 290, c'était juste, c'est pas possible que ça s'arrête en fait. C'était aussi simple que ça. Quelques questions dans la salle, je crois. Je sais pas s'il y a un micro qu'on peut faire circuler. Ou peut-être qu'à Capella, ça passe aussi, hein, je sais pas. Non, mais Ah, c'est bon, il arrive. Bonjour, je suis Jean-Philippe Caux, je suis le président de l'association Psy-Gay et je suis très content d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier parce que le 190, c'est un idéal qui est réalisé. C'est comme un rêve pour beaucoup d'entre nous. Moi, je suis psychologue clinicien, j'insiste sur clinicien, et un bénévole de l'association Psy-Gay qui existe depuis 1996. J'ai été dans la commission psy de l'AMG. Bon, l'AMG, c'est encore toute une autre histoire, avec ses hauts et beaucoup de bas aussi, comme l'a dit Michel. Mais c'est vrai que depuis les années 80, pour les plus anciens comme moi, on se souvient, avec l'épidémie de sida, à New York, il y avait le Gay Men Health Association qui existait. Cette idée qu'il puisse y avoir des médecins, d'ailleurs des médecins concernés, des médecins gays, qui avaient leurs copains, etc., qui s'occupent de sida et plus largement de toutes les questions de santé sexuelle. Et là, on a quelque chose aujourd'hui auquel il faut vraiment... il faut voir la dimension vraiment presque, je dirais, historique, que à la fois on a cette dimension de santé communautaire, l'alliance avec les pouvoirs publics, avec les associatifs,
avec les cliniciens la dimension, alors pas simplement des médecins généralistes, mais aussi des psychos. Je pense que Nadège Pierre, vraiment, c'est très important qu'il y ait un pôle psychologue, parce que la sexualité, c'est une psychosexualité. Et moi, je suis vraiment heureux de voir que ça fonctionne, ça va se développer. Et, bravo à tous et merci beaucoup. D'autres questions? Je crois, Antoine, tu avais une question? Bonjour, Antoine Zugmeyer, infirmier libéral en province, mais anciennement secrétaire médical au 190. Et moi, j'avais une question, et avant de poser ma question à Michel ou aux autres, je voudrais faire un peu d'historique. Moi, j'étais un patient, hein, le VIH, je l'ai rencontré il y a 15 ans. Vous m'avez sorti de ma boutique de taxidermie pour me mettre derrière un comptoir. Et aujourd'hui, vous avez fait l'infirmier que je suis. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai rejoint la province, et du coup, je me reconnais un peu dans ce que tu décris, Michel, de ces patients errants à la création du 190, parce que je suis vraiment à la campagne et j'ai vécu les belles années parisiennes où j'avais le 190 qui m'a accompagné dans ce VIH. Et je voudrais citer les séropotes aussi, qui vraiment fait un travail dans l'ombre formidable. Et je reconnais certains membres aujourd'hui, et je les salue. Et aujourd'hui, à la campagne, je suis vraiment à la campagne. Qu'est-ce que vous pensez, que peut-être qu'on va en parler cet après-midi, est-ce que vous pensez que des choses, je sais que ton rêve a été un jour d'exporter le 190 à Marseille à une époque. Je ne sais pas si c'est encore dans les tuyaux, parce qu'il y a des Cégides, mais en tout cas, moi, c'est pas un Cégide que je cherche. C'est un endroit où je puisse parler pleinement de ma sexualité, pas que de mon VIH. Et aujourd'hui, je me retrouve ce que je déteste le plus depuis que je suis séropositive, que je n'ai jamais voulu et qui ne m'est jamais arrivé. Je me retrouve à l'hôpital, dans un service vraiment triste à mourir, avec un infectiologue que j'ai rencontré pour la première fois il y a quelque temps, parce que mon infectiologue est parti à Marseille et m'a abandonné, mais avec un infectiologue qui m'a pendant 1 heure convaincu de porter un préservatif, alors que mon mari est séropositif aussi, et du coup, et qui me refuse les traitements en injection, par exemple, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai vécu les belles années à vos côtés, où j'étais dans la connaissance, dans le partage, dans le plaisir, dans l'équilibre psycho-émotionnel et médical. Aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu dans l'errance. Bon, ça va, je suis solide. En plus, je suis devenu un soignant, donc j'arrive à moto. Mais est-ce qu'il y a un avenir aussi en province, dans la vraie province, pour nos sexualités, notre VIH, voilà. Merci. Qui se sent de répondre? Alors aujourd'hui, non, clairement. Ce qui a été décliné à partir sur le plan de l'organisation des soins à partir de 190, c'est les centres de santé sexuelle d'approche communautaire qui ne prennent pas en compte le suivi du VIH. Ce qui est, alors que c'était d'ailleurs c'était pourtant dans la MI initiale, il me semble, et ça a sauté par-dessus. Apparemment, actuellement, les porteurs de projets là-dessus ont énormément de mal à constituer des équipes médicales pour aussi apporter cette dimension. Bon, après, moi, je ne suis pas la DGS, donc je n'ai pas vraiment de réponse à ça. On a rêvé d'exporter. On a rêvé d'exporter à Bruxelles aussi. Bruxelles, ça a ouvert, mais ils font pas le VIH non plus. C'est cette histoire de on fait pas le suivi VIH, on fait que le dépistage, etc. Ça a la peau dure. Et après, il y a un truc moi qui personnellement me chagrine énormément, c'est que on s'est battu pendant 15 ans pour faire émerger l'idée de santé sexuelle, et maintenant elle redevient santé sexuelle et reproductive. Moi, je pensais que depuis la loi Neuwirth, la santé sexuelle et reproductive, c'était pas la même chose, mais on est en train de revenir en arrière là-dessus. Et c'est d'ailleurs les seules sortes de santé sexuelle qui ont l'étiquette aujourd'hui font de la santé reproductive. Alors que ceux qui font de la santé sexuelle comme nous, on n'a pas l'étiquette, ce qui a posé une série de problèmes. Donc, je veux dire, là actuellement, on est quand même dans une espèce de truc assez figé sur le plan de l'organisation des soins. Je suis pas sûr que le VIH intéresse grand monde en ce moment. J'ai peur que ça n'intéresse plus personne. Ça, je suis un peu pessimiste là-dessus, mais je vois pas comment déjà nous, avec les difficultés qu'on a à survivre dans un bassin de population qui contient la moitié de l'épidémie VIH,
Alors, je sais dans quelle campagne tu vis, une des régions les moins touchées par l'épidémie historiquement en plus. Je sais pas du tout comment. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Hmm. J'étais dedans pas lu, on est sont aussi envahis par le chemsex. Tu vois, hier soir, je suis arrivé à l'hôtel, je me suis connecté sur une célèbre application et j'ai été effaré de voir qu'on m'a proposé de la drogue pendant 3 heures. Et bon, du coup, j'ai fini par regarder Netflix. Mais c'est pareil dans la campagne Tourangelle, quoi. Je suis entre Tours et Poitiers et il y a l'infectiologue me disait, il y a des bassins aujourd'hui, notamment pour ceux qui connaissent une petite ville autour de Loches, les bassins où il y a le chemsex qui envahit nos campagnes. Et aujourd'hui, où est la prise en charge? Bon, personnellement, je suis pas concerné, mais je me dis, aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont concernés. Où ils vont? Qui ils appellent? Bon, à l'époque, on appelait Sida Info Service. Aujourd'hui, je veux dire, s'ils rencontrent l'infectiologue que j'ai rencontré ou autre chose, je veux dire, ils sont perdus. Dans les endroits comme ceux où tu vis, les choses sont très très dépendantes de volonté personnelle. Alors je sais qu'il y a l'infectiologue qui était abandonné, qui était quelqu'un qui avait quand même une certaine capacité d'initiative, d'invention et d'investissement. C'est vrai que dans ces régions-là, quand on perd une personne comme ça, on perd énormément de choses. Il y en a pas 10 derrière pour venir le remplacer. Mais là, tu touches un problème qui va de la désertification médicale, de l'organisation des soins ambulatoires qui n'a l'air d'intéresser personne depuis 40 ans, etc., qui va bien au-delà finalement de ta question, mais qui est d'une légitimité absolue, oui. Je suis désolé, on me fait signe que le temps tourne. Merci à tout le monde. Merci Michel, évidemment, pour tout ça. Et merci à tous ceux qui ont accompagné la création de ce centre et puis son développement, en espérant que ça aille jusqu'à Tours. Quoi? Tu voulais me dire quelque chose? Ah, tu dois présenter l'antenne et le parc. Ah, excuse-moi, j'ai loupé une étape du truc. Non, c'est faux. Ben, je te laisse du coup présenter un peu l'antenne et le parc. Je sais pas, pour moi, c'est moi qui dois faire ça, mais l'antenne, c'est une extension du 190 qui est née après le confinement, même si on aurait aimé que ça naisse avant. C'est pareil, moi, j'ai pas créé cette idée. On y a travaillé, mais c'est essentiellement Thibaut qui est à l'origine de cette antenne. Bref, c'est né de voir que les patients qui pratiquaient le chemsex, on n'arrivait pas, la prise en charge individuelle et multiprofessionnelle qu'on faisait au 190, ça suffisait pas, qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau. Donc, on est allé rejoindre nos collègues au spot Beaumarchais. C'est aussi innovant pour nous, comme pour eux d'ailleurs, de travailler ensemble. Et ça nous a fait vachement avancer, je pensais progresser, et on a des milliards de progrès à faire. Mais travailler avec des professionnels de santé, comme on dit, des professionnels de la santé communautaire, je me suis encore emmêlée, des accompagnateurs communautaires, je pense que c'était aussi quelque chose de nouveau. Et ce qui était nouveau aussi, c'est de travailler, sortir de la prise en charge individuelle et personnalisée comme on le fait au 190, mais là aussi de proposer une espèce de prise en charge plus contenante avec du travail de groupe, parfois avec les psychologues, avec des intervenants. Il y a de l'art plastique, il y a un atelier drague, il y a du sport adapté. C'est important le sport quand on veut être beau et musclé. Et d'autres choses là qui m'échappent, c'est l'émotion. Mais en tout cas, de proposer un lieu qui accueille le plus souvent possible des personnes en difficulté avec le chemsex. Chacun avec son projet de voir évoluer cette relation avec cette pratique-là. Tu as raison, Antoine, c'est très parisien. Espérons que ça puisse être essaimé. C'est un lieu de réflexion constant avec les patients qui sont très partie prenante de ce lieu et de ce qu'on appelle le parc projet. Aidez-moi. Projet. Non, parcours d'accompagnement. Non, pas faux. Parcours d'accompagnement renforcé communautaire. Excusez-moi.
donc de parcours, on est passé à parc après des heures de réflexion. Et voilà, un temps donné pour réfléchir et passer à quelque chose de différent et de vivre mieux, en tout cas, avec ces pratiques qui peuvent être envahissantes pour les patients qu'on voit. L'innovation, c'est de travailler autrement, c'est de sortir de nos bureaux pour travailler en groupe, c'est d'avoir des relations différentes avec les patients, c'est d'inventer des supports différents, c'est de travailler avec des personnes qui ont des références un peu différentes des nôtres. Et ça, je crois que cette innovation-là, elle est importante. On a 3 ans de recul sur ce projet. On voit bien aussi que ça a des effets vraiment bénéfiques pour les patients. Sans doute que c'est un dispositif qui coûte cher aussi, mais ça fonctionne bien. Et puis surtout, là, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure, David, la question de la santé mentale qui est primordiale. Il manque partout du soin en santé mentale. On le voit particulièrement là avec tous ces publics qu'on accueille à l'antenne. Bon, voilà, je dis ça et c'est difficile en région, mais c'est difficile partout. Puis je pense que c'est même pas qu'en santé mentale, il manque du soin un peu partout de toute façon. On a le temps une question ou deux ou... Non, on n'a pas le temps. Voilà. Eh ben, c'est comme ça. Merci à tous. Il y a une petite pause café et après, il y a une autre session qui reprend dans 10 minutes.